Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. Cette orale est consacrée à Télécom Sud Paris, le programme ingénieur à destination des prépas. C'est un moment unique, vous allez pouvoir poser toutes vos questions franchement et juger de l'intérêt pour vous de ce programme. C'est du live, c'est vous qui avez le pouvoir, à vous de faire passer l'oral à Télécom Sud Paris. Christophe Digne, vous êtes directeur de Télécom Sud Paris, bonsoir. Bonsoir. Nicolas Peffer, tu es étudiant en deuxième année, bonsoir. Bonsoir. On vous laisse les 2 premières minutes pour introduire cette orale, c'est le speech. C'est à vous. Durant les 20 prochaines années, notre société va connaître de profonds bouleversements qui ont commencé mais qui vont s'amplifier. Le numérique est un enjeu majeur pour que notre société se développe correctement avec pourtant des contraintes fortes sur les ressources environnementales et énergétiques, sur le vieillissement de la population, sur le souhait qu'on a d'autonomiser les personnes dépendantes. Télécom Sud Paris est positionné sur le numérique et vous propose une formation d'ingénieur généraliste dans ce vaste domaine pour justement pouvoir être acteur de cette transformation dans tous les secteurs de notre économie. Donc Télécom Sud Paris est une école d'ingénieurs située à Évry, près de Paris, donc dans la région ou dans une des régions les plus dynamiques d'Europe. C'est une école qui partage son campus avec Télécom École de Management, qui est une école de commerce, ce qui fait que sa pédagogie, son campus et sa vie associative ont une connotation et une saveur particulière. Et également, Télécom Sud Paris est une école de l'Institut Mines-Télécom et membre fondateur de l'Université Paris-Saclay, avec l'ambition qu'elle partage avec ses partenaires de faire de cette institution originale quelque chose qui a un rayonnement mondial. D'ailleurs, pour ceux qui nous rejoindront à la rentrée prochaine, il est possible qu'ils fassent leur 3e année à Palaiseau, dans le nouveau bâtiment que nous aurons là-bas, où on aura une partie de notre implantation avec Télécom Paris Tech dans le quartier de l'école polytechnique. Ok, Nicolas. Et donc moi, j'étais étudiant en MPSI et MP étoile option informatique. Et donc je suis actuellement étudiant en 2e année d'école d'ingénieur à Télécom Sud Paris. L'année prochaine, donc j'ai choisi de m'orienter vers la voie d'approfondissement de sécurité des systèmes réseau. Et au-delà de l'aspect donc plus formation, je suis dans plusieurs associations telles que le Club Théâtre, le Bureau des Arts, le Club Jeux. J'ai aussi fait de la radio sur notre campus. Donc des journées bien occupées. Ok, très bien, vous connaissez les règles. Maintenant on passe au face-à-face. Dernier manche. 15 ans. Mon rôle va être d'appuyer toutes vos questions pour faire en sorte que cette heure passée ensemble soit un véritable outil de décision pour vous. Mais c'est bien vous qui posez les questions et ça commence maintenant. Le déménagement prévu en 2017 sur le plateau de Saclay concernera-t-il tous les étudiants ? Alors le déménagement est prévu en 2019, comme je viens de le dire, mais c'était quand même quelqu'un de bien informé. Et ça concerne une partie de nos activités, donc une partie notamment de la 3e année de nos étudiants. C'est-à-dire une partie de la 3e année, ça veut dire quoi exactement ? C'est-à-dire toute la 3e année, mais pour une partie de nos étudiants, il y aura en 3e année d'une manière générale, les étudiants sont soit chez des universités partenaires pour un double diplôme ou une spécialisation, soit chez nous, et pour ceux qui sont chez nous, ils seront soit à Évry, soit à Palaiseau. Ok, et comment va se faire le découpage entre ceux qui seront à Évry ou à Palaiseau ? Ça sera fonction de la, entre guillemets, de la voie d'approfondissement qu'ils auront choisie. Ok, donc certaines voies d'approfondissement seront dispensées à Palaiseau et d'autres à Évry ? Tout à fait. Est-ce que vous savez déjà quelles voies d'approfondissement seront dispensées sur l'un et l'autre site ? Oui, bien sûr. Donc un certain nombre de voies, donc, notamment celle sur la sécurité, sera à Palaiseau, ainsi que des voies sur l'optique, sur les réseaux, et puis par ailleurs, sur les systèmes d'information, a priori, il y aura à la fois à Évry et à Palaiseau. Et pourquoi vous avez scindé comme ça votre promotion en 2 ? C'est pas un peu dommage, la promo va se retrouver éclatée sur plusieurs sites, alors qu'ils auront peut-être tissé des amitiés pendant ces 3 années, ils seront peut-être dans des assos, etc. Et là, vous en envoyez toute une partie à Perpète-les-Oies ?
Alors, premièrement, ce n'est pas Perpète-les-Oies, on est dans le même département. D'ici là, d'ailleurs, il y aura une amélioration des transports entre Évry. Oui, enfin, ils ne vont pas faire l'aller-retour tous les jours non plus. Non, quoi. ils ne vont pas faire l'aller-retour tous les jours. Mais de toute façon, dans notre schéma, il y a effectivement beaucoup de cours partagés dans les 2 premières années. Et ensuite, c'est vraiment le projet professionnel de l'étudiant qui fait qu'il va choisir telle ou telle chose. Et donc, ce qui nous paraît important, c'est que l'étudiant soit dans les meilleures conditions pour réaliser et préparer son projet professionnel. Mais justement, si on a tissé des amitiés pendant 2 ans, on n'est peut-être pas dans les meilleures conditions si on s'en va, si on quitte tous ses amis, pour aller suivre son option d'approfondissement en 3e année ailleurs. Si je peux ajouter donc quelque chose, c'est effectivement pendant 2 ans, donc en première année en fait, ce sont les 2e années qui, si je parle du point de vue juste des associations, ce sont les 2e années en fait qui s'occupent des associations, qui ont les responsabilités, et c'est à la fin de la première année en fait qu'on a les responsabilités. Donc c'est pendant la 2e année en fait qu'on a les grosses responsabilités sur nos associations. Finalement, à la fin de la 2e année, en fait, on transmet ces responsabilités aux nouveaux premières années, et donc en 3e année, on a moins de responsabilités de ce point de vue-là. Et dans la mesure où il y a des personnes qui partent au Canada, en Allemagne, dans d'autres coins du monde en fin de 2e année, finalement, avoir des gens qui sont à 30 minutes en voiture ou à 30 minutes en RER, c'est vraiment la porte à côté pour comparer aux gens qui seront en stage aux USA, au Canada, au Brésil ou au Japon. J'ai un ami qui part au Japon dans quelques jours. Donc, La 3e année, c'est en gros 4 mois de cours et 6 mois de stage. c'est ça. Donc c'est vraiment... on ne quitte pas, bien évidemment, et on ne rompt pas tous les liens, mais on est vraiment dans une autre perspective. On a eu le temps de se faire des amis. Alors, salut Nicolas. Ouais. Je vais poser la question. Salut Nicolas, à quelle école étais-tu admis et pourquoi as-tu choisi Télécom Sud Paris au final? Donc j'ai été admis à Télécom Sud Paris, c'était la première école donc, dans mes choix à laquelle j'étais admis. Okay. Et alors pourquoi j'ai choisi Télécom Sud Paris au final? En fait j'ai un background, donc un passé, en fait je suis assez intéressé donc, par tout ce qui était l'univers du numérique. Même dans ce que j'ai fait, par exemple mon TIPE, c'était un TIPE sur la fibre optique. Et c'est vrai qu'à Télécom Sud Paris, une école traditionnellement réseau, mais qui ne fait pas que ça, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je me disais que c'était l'école qui allait me permettre de continuer à faire ce que j'aimais déjà faire. Okay. Et tu as hésité avec d'autres écoles au moment de ton classement? J'ai hésité avec d'autres écoles parce que j'hésitais entre donc, partir totalement dans le numérique ou partir plus dans l'énergie et ce genre de choses. Mais en final, je me suis... Quelle école du coup pour l'énergie? Par exemple les mines de Nantes. Mais au final, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans la filière énergétique, il y avait beaucoup de choses à faire aussi du point de vue des réseaux, de l'efficacité, de ce genre de choses. Et donc à Télécom Sud Paris, je pourrais aussi certainement faire de l'énergie. Et maintenant je me dirige peut-être plus vers la sécurité ou autre, je ne sais pas encore, ça on verra. C'est ta voie d'approfondissement que tu as choisie pour la 3e année? C'est ça, pour la 3e année, okay. C'est ça. Pouvez-vous nous parler de votre double diplôme avec l'ENSAE et de sa sélectivité? Alors, le double diplôme avec l'ENSAE, c'est effectivement un double diplôme durant lequel, je dirais, l'étudiant va d'abord avoir 2 années chez nous, puis 2 années à l'ENSAE, et l'ensemble de ces 4 années va permettre de valider le diplôme de Télécom Sud Paris et le diplôme de l'ENSAE. Okay. Donc là, l'idée, c'est pour des personnes qui souhaitent développer l'analyse des données, avec un fort caractère économique notamment, mais pas seulement. Sa sélectivité, mais je dirais qu'a priori, quelqu'un qui est admis à Télécom Sud Paris et qui est intéressé par ce double diplôme a de très grandes chances de pouvoir y aller, puisque... C'est-à-dire ça se fait sur quels critères la sélection? C'est d'abord la motivation, et la motivation qui se traduit par le fait que du coup on a entre guillemets des bons résultats dans les matières concernées. Ce qu'il faut bien voir, c'est que vraiment dans la 3e année, on est sur des choix qui sont extrêmement larges et entre guillemets on est très peu en compétition avec, comme on peut l'être au moment des concours. Et vous ouvrez donc combien c'est de vraiment places la dans ce motivation. double diplôme, par exemple? C'est de 2 à 5, je ne sais plus combien il y en a cette année, je crois qu'on doit être à 5. Mais... Et vous avez combien de candidats pour ces 5 places? Il ne me semble pas qu'on ait refusé quelqu'un, mais okay. Je crois que cette année, ils étaient 4, mais je sais pas. Ok, d'accord. Enfin, en tout cas, on n'en a pas parlé, donc j'imagine que c'est... Qu'on n'en a pas refusé. Voilà, que c'est pas... Sachant qu'on a aussi une filière actuaire, avec l'ISUP. Oui. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs manières d'aborder des sujets assez connexes, et il y a vraiment du coup
des étudiants qui choisissent la voie qui leur paraît la plus intéressante. Ok, je vous laisse prendre la question suivante. Alors cette année, les oraux sont un peu différents des années précédentes. Une journée d'oraux pour tout le monde et plus de grand ou petit oral. Il semble d'ailleurs que l'entretien ait changé. Donc pouvez-vous détailler son déroulement? Alors effectivement, on a créé le concours Mines Télécom et on avait déjà ramassé tous les oraux en une journée l'année dernière, mais là on les fait dans un autre cadre. Et l'entretien a changé puisque c'est un entretien, je dirais, qui concerne un ensemble plus vaste d'écoles. Avant, c'était spécialisé pour Télécom Sud Paris. Et donc, du coup, on a adapté. Et donc, l'entretien, c'est d'abord un échange avec l'étudiant. Donc, ça va se passer, on va, entre guillemets, pour briser la glace et pour discuter un petit peu d'un sujet, on va lui présenter une photo. Et à partir de cette photo, il y aura une petite discussion sur ce que ça peut lui faire, ce à quoi ça peut lui faire penser. Et puis de l'amener de manière confiante sur son projet professionnel, s'il en a, est-ce qu'il connaît un petit peu les écoles, comment il voit sa scolarité, son parcours derrière. Ça dure combien de temps cette première partie? Alors en gros c'est 10 minutes et 20 minutes. Voilà. Ok, 10 minutes de première partie sur la photo. Voilà. C'est quel type de photo? C'est une photo voilà, qui doit... c'est une situation, a priori, voilà, qui évoque quelque chose de manière assez spontanée. Vous ne pouvez pas nous donner un exemple ou deux? Je ne sais pas, moi, enfin, celle qui me vient à l'esprit, c'est quelqu'un qui aide son enfant à... On voit bien que l'enfant ne sait pas encore faire du vélo, et la personne voilà, essaye de le pousser. Tout. Donc on est au moment où elle l'a déjà poussé, oui. Et on voit bien qu'elle se demande si l'enfant va tenir. Bon, à partir de là, on peut évoquer beaucoup de choses. L'idée, c'est vraiment voilà, d'avoir un prétexte pour être en conversation. Ok, mais du coup, le prétexte ne me paraît pas si évident à moi. Si je vois une photo de quelqu'un en train de pousser son enfant à vélo, je ne sais pas ce que je vais pouvoir en dire. Je vais dire, bon, il n'a pas l'air très rassuré. Déjà, vous voyez ce que vous dites ce que vous voyez. On décrit la photo. Et justement, vous dites, j'ai l'impression qu'il n'est pas trop rassuré, etc. Et puis, du coup, le jury enchaîne de manière à avoir une conversation. Je pense que c'est l'intérêt, justement, d'avoir ça. C'est-à-dire que, on peut démarrer sur quelque chose et puis ensuite choisir vraiment sur quoi on veut orienter la conversation. Okay. Et de toute façon, comme c'est un échange avec le jury, c'est aussi au jury de... Mais par exemple, si moi je veux mettre en valeur ma passion pour le théâtre, toi qui es dans le club théâtre, à partir de cette photo, ça va être délicat quand même. De dire, tiens, ça me fait penser que je suis président du club théâtre de mon lycée. C'est un peu le grand écart. Alors, le parcours du candidat, on va le voir après. Okay. Donc on va lui donner l'occasion après de parler de son parcours scolaire, de ce qu'il aime, de ce qu'il a pu faire par ailleurs. Ok, donc ça c'est la deuxième partie qui dure 20 minutes. L'idée c'est vraiment de ne pas commencer par installez-vous, présentez-vous. Voilà. Okay. Donc on parle de quelque chose et puis on amène après. L'idée c'est vraiment que le candidat soit en confiance, qu'il ait pu un peu parler. Donc il n'y a plus le principe petit oral, grand oral, de grands admissibles, etc. C'est terminé? Voilà, ça c'était quelque chose, en fait, parce qu'on avait des épreuves qui étaient filtrantes et non classantes, ce qu'on a abandonné dans le nouveau concours. Donc le côté numérique que vous mettez en avant, n'est-il pas surtout un côté télécom? Alors là, clairement non, télécom c'est une marque. Il y a d'autres marques, Mines, Centrale, voilà, dont on ne se demande pas ce qu'elles signifient exactement. Ah si, ils ont eu aussi la question. Ah bon, d'accord, oui. Est-ce qu'ils font encore des Mines ou est-ce qu'ils sont encore Centrale, ça va être plus dur. Enfin bon, bref. Donc bien évidemment, il y a des aspects télécoms parce que les télécoms sont un vaste secteur économique qui existe encore et qui est conséquent. Par contre, c'est bien l'ensemble du numérique dont on parle, hein, que ce soit les modèles mathématiques, que ce soit également l'électronique, la physique, que ce soit l'informatique, que ce soit les applications, le traitement de l'image médicale, etc. Mais justement, est-ce que c'est pas un peu fourre-tout comme mot numérique? C'est mis à toutes les sauces, dans toutes les écoles, pas seulement les écoles d'ingé d'ailleurs. Donc finalement, le fait de pouvoir la raccrocher à quelque chose qu'on connaît de concret comme les télécoms, ça aide aussi les étudiants à savoir ce qu'ils vont faire dans votre école. Oui, mais le numérique n'est pas fourre-tout. Enfin. Le numérique n'est pas fourre-tout, mais en même temps, le numérique est partout. Et on utilise plus ou moins tout pour faire du numérique. Donc, comme on l'a dit, du traitement du signal, c'est aussi des mathématiques, mais on va l'utiliser pour faire du numérique, pour faire des réseaux aussi.
mais on peut aussi utiliser on peut aussi utiliser du traitement du signal pour faire de l'imagerie ou... Concrètement, en première année, quels cours on a? Quelle matière on étudie? Est-ce que tu t'en souviens? En première année, on a des mathématiques. J'espère qu'ils s'en souviennent. Ah oui, Moi, c'était il y a un an tout de même. Alors, en Un peu première année, on a des mathématiques dans la continuité du programme de prépa. Alors, je ne vais pas faire peur à tout le monde, mais étude de la fonction variable z, donc sur les complexes par exemple. Okay. On voit les distributions, ce genre de choses. On voit du traitement du signal. On voit des probabilités, des statistiques. Et à côté de ça, il y a aussi des cours d'introduction aux télécoms, mais il y a aussi des cours d'introduction à d'autres choses, comme les bases de données. Donc, un spectre plus large que juste dire télécom. C'est pas que des câbles. Ok. Voilà. Quel est le salaire moyen d'embauche et quels sont les débouchés? Alors, si je dis pas de bêtises, le salaire moyen, c'est aux alentours de 41 000 euros, c'est ça? Oui, ça fluctue. À peu près, voilà. Oui. Ça fluctue tous les ans. C'est la fourchette haute? Non, ça doit être avec prime. Avec Après, prime. sans prime. Et sans prime, c'est combien? Il me semble que c'est 39 000. Mais... Là, j'ai pas le chiffre. Ok, donc brut par an? Oui. Et vous mélangez ceux qui travaillent à l'étranger à ceux qui travaillent en France? Alors après, il y a des moyennes avec effectivement à l'étranger. Ok, parce qu'à l'étranger, ça peut aussi faire varier énormément la moyenne. C'est quelle proportion de vos Non, étudiants qui enfin, étudient à l'étranger? globalement, la moyenne est à peu près la même. La proportion, je crois qu'elle est d'un peu plus de 10%, je ne l'aurais pas en tête exactement. Qui travaillent à l'étranger? Et autrement, un des faits un peu significatifs, c'est qu'on est dans notre domaine, un des domaines dans lesquels les femmes touchent autant que les hommes. Ok. C'est vrai que c'est intéressant à savoir. C'est une des grandes fiertés du domaine du numérique, et des écoles en particulier, mais même de l'ensemble du domaine. Et justement, tant que vous me lancez sur le sujet, vous avez quelle proportion de filles dans vos promos? Alors je parle de ma promo. Il y avait 23% de filles dans ma promo. Ok. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais elles gagnent autant que les hommes, quoi. Alors, il n'y en a pas beaucoup sur la promo de Télécom Sud Paris, mais comme on partage le campus avec Télécom École de Management, là, en management, c'est un peu plus... Ah bah oui. Voilà, c'est équilibré. Plus aux alentours des 50-50. Donc, au final, si on prend le promo au sens plus global, il y a beaucoup de filles sur le campus. Beaucoup de têtes. Oui, j'ai pas répondu sur les débouchés, mais sur les débouchés, c'est à peu près 50% dans les technologies de l'information et 50% dans les autres secteurs. Autres secteurs, c'est-à-dire? Autres secteurs, c'est-à-dire, entre guillemets, le tertiaire, banque, assurance, etc., mais également l'industrie, la production énergétique, etc. Ok. Existe-t-il un campus de TSP à Singapour, comme indiqué sur le site de l'étudiant? Alors en fait, on a des accords, alors c'est pas un campus, mais on a des accords avec l'Université de Singapour, on a des doubles diplômes à Singapour. Ok, oui, donc c'est différent, c'est pas un campus en propre comme ça se fait parfois, c'est un double diplôme, donc vous envoyez vos étudiants à Singapour et Singapour vous envoie des étudiants. Voilà. Ok, et vous en envoyez combien chaque année? Alors sachant qu'on a un labo commun, etc., c'est peut-être ça qui a fait dire à l'étudiant qu'on avait un site, mais donc on a vraiment un partenariat structurant là-bas. Et vous envoyez combien d'étudiants chaque année en double diplôme? On ne peut pas dire que c'est à nous. Oui, bien sûr. Voilà. Du coup, je repose ma question. Excusez-moi. Vous envoyez combien d'étudiants chaque année là-bas environ? 5 à 10. Ok. Et la même chose dans le sens inverse? Exactement. Quels que soient les endroits ou les troisième années, etc., à part nos voies d'approfondissement en propre, où là on a de 20 à 25 étudiants, pour le reste, c'est vraiment, quand on a 5 étudiants, c'est que c'est une forte densité. Ok. On passe à la question experte. Vous insistez beaucoup sur la proximité avec thème, mais cette proximité géographique se double-t-elle d'un réel échange de compétences et d'enseignement? Alors, tout simplement, les cours de sciences humaines, donc on a des cours de sciences humaines et les cours de langue, donc que ce soit la LV1, la LV2 ou la LV3, sont partagés en fait avec Télécom École de Management. Okay. Donc, ce que ça veut dire partager, ça veut dire que dans la classe, donc une classe de 25-30 élèves maximum, on a à la fois des élèves de Télécom Sud Paris et des élèves de Télécom École de Management. Donc c'est intéressant, mais c'est quand même pas des cours de management. On ne peut pas parler d'un réel apport de compétences de la part de Télécom Management. Apport de compétences, si, parce qu'après, les cours que reçoivent les étudiants dans les domaines du management sont faits par des enseignants de l'école de management.
Ok. Donc là, il y a vraiment, et puis d'ailleurs, du côté de l'école de management, il y a l'inverse, c'est-à-dire des professeurs de Télécom Sud Paris enseignent certains aspects technologiques aux étudiants de Télécom. Donc vous avez des cours de management en première année? On a des cours de management en première année, oui. Ça représente quelle proportion à peu près de ton emploi du temps sur Euh, une semaine? c'est dur à dire, mais bon, un sixième peut-être. Ok. Quand C'est quoi? c'est le module. C'est une heure par-ci par-là ou c'est... En fait, comme on fonctionne sous forme de module, c'est plutôt un module de 3 heures et qui va durer pendant 2 mois et ensuite le module sera fini et du Ok. coup on n'aura plus. Et de est-ce que ça cours. sert vraiment à quelque chose quand c'est léger à ce point en termes horaires? Moi j'ai préféré en fait voir ça en langue en fait. J'ai eu des cours d'anglais en fait sur le marketing qui étaient réalisés par une personne qui venait du secteur du marketing, enfin une professeure donc, qui venait du secteur du marketing. Et c'était beaucoup plus poussé donc, en langue parce qu'on faisait vraiment que ça et on produisait nous-mêmes des choses enfin, du marketing. On devait, notre travail en fait final, c'était de produire une publicité. Ok, parce que ces cours de management là, qui représentent un sixième de ton emploi du temps, sont trop théoriques? Et effectivement, bah, ils sont pas forcément trop théoriques parce qu'on nous demande aussi des rapports et des choses comme ça, mais moi j'ai préféré vraiment mettre vraiment la main à la pâte pour avoir quelque chose. Ok. Et puis dans un groupe plus restreint, parce que les promos c'est 200 élèves, c'est plus simple de faire ce genre de choses. Si on doit faire passer 200 personnes sur une Ah oui, parce que c'est publicité des cours en amphi à 200. Alors ça dépend, non, il y a aussi des TD qui sont réalisés où là on est en plus court. Enfin, Mais pour ce qui est des cours de management, hein, je cours, parle toujours des cours de il y a des management. cours en amphi. Ok. Oui, en effet, c'est pas pratique pour apprendre quelque chose quand on est 200 dans un amphi avec la théorie du management niveau 1 dispensée à 300 mètres en face de soi, quoi. J'exagère un peu, hein, mais c'est l'idée. Oui. Non, ouais. Enfin, sachant que, donc là, c'était l'aspect cours et enseignement. Oui. Il y a aussi des projets. Et donc, il y a notamment une semaine de l'innovation en deuxième année, ainsi qu'un challenge, ce qu'on appelle projet d'entreprendre, pour faire de la créativité sur la semaine de l'innovation et puis plutôt préparer des business plans de création d'entreprise sur la deuxième, où là encore, c'est des exercices pédagogiques avec des équipes mixtes. Et donc là, les étudiants travaillent ensemble. Mais ils travaillent aussi ensemble sur d'autres projets durant le cursus et ils travaillent surtout ensemble sur toute la vie associative. Et là, c'est quelque chose qui est particulièrement riche, c'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont des tournures d'esprit qui ne sont pas totalement les mêmes, etc. Et ça imprègne vraiment beaucoup le C'est-à-dire que campus. les associations sont mixtes? Ah oui, 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 non, enfin, les associations, en fait, sont les mêmes pour Télécom? ce sont les mêmes pour Télécom oui. Sud Paris et Télécom École de Management. Et je vous avoue qu'il y a des gens, maintenant je sais s'ils sont dans Télécom ou Télécom, mais il y a toujours des fois eu un doute où ah mais tu es à Télécom Sud Paris ou à Télécom École de Management, mais je ne sais pas parce que je ne te vois que au club jeu, au club théâtre, Ok. ou ce genre de choses. Un double diplôme, c'est dans les cartons? Ah bah, on a un double diplôme, effectivement, très particulier, puisqu'on est dans les deux sens. Ok. Donc là, ça concerne aussi 2-3 étudiants chaque année, comme pour les Oui, échanges oui, dont vous tout me à fait, parliez? oui, tout à fait. Ok. D'ailleurs, c'est la même chose. Là, je vois dans le cadre de vos accords d'échange, combien d'étudiants avez-vous envoyé cette année à Télécom Paris Tech? Alors, je crois que c'est 2 cette année. D'accord. Comment ça fonctionne pour ces échanges-là particuliers dans le réseau Télécom? Donc maintenant, c'est le réseau, entre guillemets, l'Institut Mines Télécom. Oui. Et donc là, je dirais d'une manière générale, on présente toutes les voies de troisième année. Et après, ce sont les étudiants qui choisissent et qui nous disent, bah, écoutez, moi, cette année, je voudrais faire ça, ça, ça. Et donc, on a une offre qui est beaucoup plus importante, en fait. Et Vous avez on beaucoup de suit les candidats étudiants. quoi. pour Télécom Paris Tech, par De quoi exemple? Vous avez beaucoup de candidats pour Télécom Paris Tech? Là encore, je n'ai pas connaissance du fait qu'on ait empêché quelqu'un d'y aller. Quoi. Moi j'en connais pas en tout cas. Qui ont été refusés pour Télécom? Non, qui ont postulé? qui ont Ok, postulé. donc c'est pas un Donc, gros truc, c'est pas tout le non, monde non, je passe pense- par Télécom Sud Paris Non. pour accéder à Non, Télécom je Paris pense que Tech. c'est pas du tout dans la vision qu'on a en tout cas. Alors, est-ce que vous encouragez vos étudiants à partir à l'étranger pour faire un double diplôme? Alors moi, par exemple, dans mon cas, j'étais pas intéressé par un double diplôme et je pars cet été à l'étranger pour faire un stage en Allemagne. Ok. Mais je sais que dans mon entourage, il y a notamment des gens qui vont à Dublin en double diplôme. Donc vraiment la double diplôme, ils seront à la rentrée prochaine à Dublin. Ok. Mais est-ce que Oui, il y en a qui peuvent aller. Alors la après, est-ce question qu'on est, les est-ce encourage? que vous les encouragez? Alors, Ouais. Nous, après, c'est un peu délicat. D'une manière générale, là, c'est vrai que quand on est
en classe préparatoire, on a une certaine vision des écoles. Quand on est 2 ans après dans l'école, on commence à une vision de son projet professionnel. Et donc nous, on essaye d'abord d'encourager l'étudiant à connaître son projet professionnel, même si après il va en changer. Hein. On les forme pour qu'ils puissent s'adapter et éventuellement changer même d'orientation s'ils l'estiment nécessaire un jour. Mais voilà, on va essayer de savoir comment il veut démarrer, sur quel thème, etc. Et c'est ça d'abord qui va guider son choix en général. Alors, il y en a pour lesquels c'est clairement... écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler à l'international, donc je vais avoir cette expérience, et donc du coup, je ferai des choix qui seront en fonction de ça. Puis d'autres qui font des choix plutôt en fonction du domaine dans lequel ils veulent travailler, etc. C'est-à-dire que de venir vous voir en vous disant « je ne veux pas spécialement travailler à l'international, mais j'aimerais pratiquer l'anglais, par exemple, et me confronter à une autre culture », est-ce que celui-là, vous allez lui permettre de partir, ou vous allez lui dire « c'est pas adapté à ton projet, reste plutôt en France ». Ah non. On ne cherche pas non plus à les faire rester. Hein. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une présentation qui est faite, que l'on essaye d'être neutre, et de toute façon, ils auront une obligation d'aller au moins 3 mois à l'international. Hein. Oui, mais ils peuvent faire un stage aussi, par exemple, comme bien toi. Sûr, voilà, tout à fait. Grosso modo, sur le total d'une promotion, quelle est la proportion d'étudiants qui fait un double diplôme, spécifiquement un double diplôme? Alors, je ne me souviens plus, ça doit être dans l'étudiant, ils avaient noté ça. J'aurais tendance à dire un ordre d'idée 15%. Mais 15%? Ouais, non, je n'ai pas de... Okay. Et quand vous dites 15%, vous mélangez double diplôme à l'international et double diplôme en France? Non, je pense pas. Par exemple, avec l'ENSAE, vous mettez ça là-dedans? Oui, enfin, comme c'est des petits nombres, alors parce qu'un double diplôme en France, alors c'est vrai que maintenant, avec la mise en place de l'Université Paris-Saclay, on a maintenant des parcours de diplômes nationaux de master qui vont faire qu'on va avoir un nombre plus conséquent de double diplômes en France. Oui, okay. Mais autrement, si j'enlève 10%, enfin, si j'enlève 10 étudiants qui font des doubles diplômes en France, oui, ça ne change pas grand-chose. Oui. Entre 10 et 15%. Quoi. Voilà. Ok. Bonjour, il paraît qu'on peut être exonéré de 50% de frais de scolarité, même sans être boursier. Quelles sont les conditions? Alors, les conditions, c'est en fait d'être juste au-dessus des conditions pour être boursier. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'il fallait faire un palier. Il y a des paliers de bourse. Et on a plus ou moins de bourses selon les conditions de ses parents. Et puis, on a dit il faut un palier aussi pour aller au... Donc, c'est juste au-dessus du donc niveau de bourse. Même si je ne suis pas boursière, je suis automatiquement exonérée de 50% des frais de scolarité? Donc, voilà, si dans vous la êtes, limite d'un certain palier supplémentaire, en fait. C'est comme si vous ajoutiez un palier. Exactement. Ok. Et donc ça, c'est automatique, il n'y a pas de démarche particulière. Voilà, donc on ne parle pas de boursier. Alors, c'est vrai que dans certaines écoles, ils parlent de boursier dès qu'ils diminuent les frais de scolarité. Nous, on a préféré rester sur le système qui est comparable des autres écoles, comme ça les gens savent où ils vont. Et c'est vrai qu'on ne paye pas direct, enfin si on est juste au-dessus de là-bas, on ne paye pas. Ok, et quand vous dites juste au-dessus, est-ce que vous connaissez le seuil exact? Le seuil exact, non, je ne saurais pas le dire de tête. Il me semble, je l'ai lu ça aussi, il me semble que c'est dans les 3000 au-dessus de voilà, de mais la alors dernière c'est par rapport à des quotients familiaux, etc. Il y a aussi des points sur... mais effectivement, en fait, le quotient dépend aussi de l'éloignement géographique, et ça, c'est pour ça que ça... Okay. Mais vérifier, et enfin, ce que je voulais dire, c'est que quelle que soit la question, n'hésitez pas à la poser, et on y répondra très précisément pour ceux qui sont concernés. Alors, il y a des fusions entre les écoles des mines et les télécoms. Pourriez-vous fusionner un jour avec une école des mines? Nous, celle qui est la plus proche, c'est Mines ParisTech. Je n'ai pas l'impression que pour l'instant ce soit l'ordre du jour, mais voilà. Ça vous dit pas? Pour ça, il faut construire un projet en commun aussi. Oui, mais justement, c'est pas quelque chose qui commence à s'entendre dans les couloirs de Télécom Paris? Pour l'instant, non, honnêtement, on est plutôt dans le rapprochement avec l'Université Paris-Saclay, de Télécom ParisTech et d'un certain nombre de partenaires. Ok. Et par rapport à l'école des mines, si la personne est intéressée par cette école-là aussi, est-ce qu'il y a la possibilité aussi d'aller faire sa spécialisation de 3e année au sein de l'école des mines? Bien sûr, oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Alors bonjour Nicolas, conseillerais-tu TSP à un étudiant qui n'aurait pas encore une idée précise du domaine qu'il souhaiterait étudier? Alors si je prends mon exemple personnel, en sortant de prépa, j'étais pas un spécialiste de la programmation, un spécialiste des réseaux, un spécialiste du numérique. C'est un secteur que j'aimais bien, mais j'étais pas spécialiste. Et donc,
une des peurs que j'avais en rentrant dans une école, c'est d'être dans une école où on m'aurait demandé des prérequis, des choses que je ne saurais pas en entrant dans l'école et qu'il aurait fallu que je sache pour vraiment bien m'intégrer dans l'école et puis avoir des résultats. Et finalement, non. En fait, c'était un mauvais raisonnement que j'avais. Et je pense, tout à l'heure, on l'a dit, le spectre de la formation est tellement large que si on n'a pas une idée précise, on peut toujours retrouver le chemin dans la formation qui nous mène vers quelque chose qui nous a plus plu ou pas. Enfin, dans certaines limites tout de même, si je veux faire du génie civil, bon, je ne vais pas forcément trouver ma voie Si on veut faire du génie à Télécom civil, Sud Paris. Alors si on est persuadé qu'on veut faire du génie civil, Non, mais si on ne sait pas, effectivement... si on sait pas, ce que je veux dire, c'est qu'on oui. on renonce quand même à certains domaines. Ah, mais de toute façon, quelle que soit l'école que vous choisissez, vous renoncez à des domaines, ça c'est clair. je pense on renonce au domaine où on utiliserait de la mécanique. Hein. Oui. Mais à Télécom Sud Paris, il y a encore de la physique avec de l'électromagnétisme ou il y a aussi de l'électronique, en plus de tout ce qu'on a déjà dit. Hein. Mais pour quelqu'un qui ne serait pas du tout... Toi, tu me disais quand même que tu avais cette appétence pour Oui, ce domaine-là. Pour quelqu'un qui ne serait pas du tout là-dedans, est-ce que tu conseillerais quand même Télécom Sud Paris? Il faut quand même avoir un minimum d'appétence, non? Ben, pour moi, c'était assez naturel parce que je voulais pas faire je voulais plus faire de mécanique ou de choses comme ça. Mhm. Et de toute façon, je compare avec des amis à moi qui du coup sont pas à Télécom Sud Paris, des amis de prépa. Oui. Et au final, on fait la même chose. On a des cours de traitement du signal, on a des cours de statistiques, de probabilité. Et je me souviens qu'on a révisé en fait les mêmes partiels, mais avec nos cours différents. Et enfin, chez nous, dans la bibliothèque universitaire, comme on le faisait en prépa. Et ils sont dans quelles écoles? Tes Alors là, amis par exemple, je parle de quelqu'un qui est à l'ISAE, donc anciennement Super Héros, je crois. Ok. Voilà, à l'époque. Et C'est pour Parce le qu'il coup, faut les voir, c'est que- super-héros, c'est quand même pas les mêmes débouchés naturels. c'est pas les mêmes débouchés naturels, et pourtant, on a tous les deux révisé notre cours de traitement du signal ensemble. Oui, pour les premières années. Après, il y a quand même des spécialisations qui sont offertes, qui Ce sont qu'il faut différentes. voir, c'est que les secteurs d'activité se transforment et que le numérique est vraiment impactant. Je prends la production énergétique. Nos équipes de recherche, elles sont dans le projet LiveGrid, qui est un projet d'ampleur nationale, dans lequel effectivement on essaye de faire en sorte de totalement changer les réseaux de production d'énergie et leur pilotage. Donc voilà, après, tout dépend de ce que l'on veut faire, mais de toute façon, c'est vrai qu'il y a une part entre guillemets de renoncement par rapport à certains domaines tout à fait classiques. Si on veut faire de la chimie, on prend une école de chimie, etc. Et dans ce cas-là, on prend de toute façon pas une école. Enfin, si une école a 3 domaines, je renonce de toute façon à tous les autres. Et au niveau de vos spécialisations à vous, est-ce qu'il y a un numerus clausus par spécialisation ou est-ce qu'on est sûr d'avoir l'aspect qu'on veut une fois arrivé en 3e année? Alors, on peut effectivement être contraint de prendre son 2e choix. Ok. Ça, Ça c'est descend c'est jamais déjà en dessous du arrivé. 2e choix? Non, parce qu'après, là, c'est très... et là, on a refait l'exercice pour les voies de spécialisation. Et effectivement, on peut aboutir à son 2e choix. Ok. Alors, Mais qui est pas forcément très très loin. Hein. C'est-à-dire que quand on fait développement des systèmes d'information ou ASR, je ne sais plus ce que c'est. Système réparti. Voilà, donc, ou quand on fait d'autres choses, c'est pas forcément... Il n'y a pas un écart faramineux? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au sein d'une offre, on peut avoir son 2e choix par rapport à un ensemble. Mais c'est pas non plus, je vais faire justement du génie civil alors que je voulais faire... Ok. Oui, c'est important de le préciser. Bien sûr. Alors, quels sont les aboutissements de l'université Paris-Saclay? Par exemple, pour la voie d'approfondissement optique, quels sont les liens avec Paris 11 ou Supoptique? Donc là, très clairement, le domaine de l'optique est un domaine sur lequel on travaille au sein de l'université Paris-Saclay. Il se trouve que historiquement, c'est un des domaines dans lesquels on avait déjà un master en cohabilitation avec des partenaires. Donc, donc là, en fait, il y a une voie d'approfondissement qui correspond en plus à un diplôme national de master. Okay. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, l'optique, c'est un des points sur lesquels on est déjà à Saclay, puisqu'on est dans les bâtiments du CEA à NanoInnov, donc notamment avec les... Donc là, du coup, on est même déjà plus proche de l'IOGS. C'est-à-dire que la voie d'approfondissement optique sera dispensée sur le campus de Paris-Saclay. Ça fait partie des voies qui seront sur le campus de Paris-Saclay. En 2019, et d'ici là, il y a
il y a un peu de choses sur les deux sites, y compris d'ailleurs Paris, puisque sur ce DNM, Télécom Paris Tech doit être également partie prenante maintenant, et donc, voilà. Et donc on reste dans la... Alors c'est pas effectivement 2 heures ici et puis 2 heures ailleurs, on s'arrange pour que ce soit tout à fait raisonnable. C'est-à-dire qu'on doit faire une journée... Oui, vas-y. Plutôt une journée à un endroit, je crois, Oui. enfin, si je ne me trompe pas, mais c'était comme ça qu'on nous l'avait présenté. D'accord. Et vous avez beaucoup d'étudiants qui font ces allers-retours? Bah, là, c'est pareil. Dans les grandes, entre guillemets, voies d'approfondissement, on va monter jusqu'à 24 étudiants. Et dans les plus petites, je dirais qu'on doit avoir 8 étudiants. Ouais, c'est ça. Et donc, justement, là, le fait d'être dans des masters, ça veut dire que ces 8 étudiants, ils vont connaître, je dirais, une douzaine d'autres personnes, d'autres écoles. Ok, donc ils seront mélangés à d'autres personnes, Voilà. en fait. Donc Okay. pour une large partie de leur cursus. Peut-on faire de l'apprentissage? Donc oui, on peut faire de l'apprentissage à Télécom Sud Paris, mais ça n'est pas ouvert au concours. C'est une autre voie. Donc les prépas, les ex-prépas ne peuvent pas faire de l'apprentissage chez vous? Ou alors ils doivent présenter un dossier, mais qui n'est pas du tout, c'est pas du tout le même schéma. Comment ça se fait? Pourquoi vous ne l'avez pas ouvert au top 1? Comment ça se fait? Parce qu'en fait, donc dans les écoles d'ingénieurs, c'est pas comme dans les écoles de commerce. Dans les écoles de commerce, vous pouvez faire une année par apprentissage. Dans les écoles d'ingénieurs, vous faites tout votre cursus par apprentissage. Et donc là, nous, on a considéré comme un certain nombre d'autres écoles que ça n'était pas facile pour le diplôme d'ingénieur généraliste de le faire en étant la moitié du temps en entreprise. D'ailleurs, il y a quelques écoles qui ont eu des difficultés. Donc du coup, on a fait une formation qui est différente, une formation de spécialité, et donc formation de spécialité réseau, qui est ouverte par apprentissage, et la pédagogie est différente. Mais toutefois, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles qui font comme vous. Il y a aussi des écoles qui ont choisi d'ouvrir l'apprentissage aux ex-prépas avec un cursus, en effet, en 3 ans d'apprentissage. Tout à fait. Ça a l'avantage de financer les frais de scolarité pour les étudiants. Ça permet aussi d'introduire un peu de diversité peut-être dans vos promotions. Alors nous, ça introduit de la diversité. Simplement, si on introduit de la diversité et qu'en plus c'est extrêmement difficile à suivre, ça devient impossible pour les étudiants. Donc nous, pour le diplôme d'ingénieur généraliste qui est exigeant, on a considéré que ça n'était pas, il n'était pas réaliste de prétendre faire le même cursus scolaire et en même temps d'être à moitié du temps en entreprise. Ok. Et est-ce qu'il y a des possibilités d'alternance ou de stage alterné sur 1 an ou 2 ans, dernière année? Alors il y a des possibilités d'alternance et notamment de faire une césure éventuellement, Oui. mais c'est beaucoup moins pratiqué finalement dans les écoles, là encore, d'ingénieurs par rapport aux écoles de commerce. Et en général, l'étudiant, il a plutôt envie de faire sa scolarité, éventuellement de la poursuivre et de la prolonger pour un double diplôme ou quelque chose comme ça. Mais après, il trouve, entre guillemets, aussi vite que possible son emploi dans une entreprise. Et ça peut dépendre de la voie d'approfondissement. Il y a des voies d'approfondissement dans lesquelles il me semble qu'il y a une journée en entreprise pendant la voie d'approfondissement chaque semaine. Okay. Oui, après, il y a vraiment des pédagogies adaptées. C'est ça. D'accord. Donc à ce moment-là, on a quel statut? On est stagiaire? On est en contrat pro? Est-ce que tu sais? Non, ça je ne sais pas. Ok, je ne sais pas. D'accord. Bon, on se renseigne une fois qu'on est à l'école, quoi. Non, oui. Du coup, on est en mission. En mission. Oui. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas un contrat d'alternance, c'est une mission ponctuelle. Là, on parle de la pédagogie par alternance, effectivement, qui n'est pas un contrat. Ok. Alors, ça c'est une question pour moi, ça. Est-ce que la vie de campus compense le fait d'étudier à Évry? Alors, je pense comprendre la question. Donc, est-ce qu'à Évry, quand on est sur le campus, on s'ennuie? Non. Vraiment? Pour s'ennuyer, il faut être dans aucune association, ne jamais sortir de chez soi, fermer ses volets. Voilà. Moi, il n'y a pas une journée dans la semaine en fait où j'ai pas quelque chose à faire en dehors des cours. Il n'y a pas une journée, même le week-end. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis vice-président du club théâtre. 30 personnes à encadrer, donc ça occupe déjà pas mal. J'ai fait de la radio, donc j'étais directeur technique de la radio étudiante du campus. J'ai été membre du bureau des arts, donc qui fait des événements, qui fait des soirées, qui fait des événements plus petits, des choses comme ça. J'étais membre du club jeu, là pareil, des événements, des tournois de billard, des tournois de poker. Est-ce qu'on a besoin de remplir son temps pour ne pas s'ennuyer avec plein d'implications dans des associations différentes? Moi, ce qui me paraissait être une opportunité, c'est en prépa, j'ai pas eu l'occasion de m'investir dans autre chose que ce que je faisais en prépa.
Or là, j'avais l'occasion de m'investir dans d'autres choses. Donc du coup, j'ai pris cette opportunité, j'ai saisi cette opportunité et je l'ai fait. Après, on n'est pas obligé d'être dans 56 associations. On peut être dans une ou deux associations et faire ces associations. Je voulais dire oui. quand même aussi qu'on est près de Paris. Hein, et donc c'est vrai que les étudiants, ils ont une vie de campus très, très riche. Et ensuite, quand ils sortent, en général, ils sortent plutôt à Paris qu'à Évry. Mais voilà, Mais bon, c'est compliqué. Dès qu'on est en RER, c'est un peu compliqué de sortir sur Paris parce que pour rentrer, c'est compliqué si on dépasse une certaine heure. Enfin, hors des limites de Paris, j'imagine que vous ne faites pas ça tous les soirs, quoi. Je fais pas ça tous les week-ends, mais c'est assez fréquent. Enfin, la dernière fois que j'y étais, c'était il y a 2 semaines. Oui. Mais du coup, est-ce que hors la vie associative, est-ce qu'il y a des choses à faire à Évry? Parce qu'on ne connaît pas forcément bien cette ville, la question le montre d'ailleurs. C'est pas une ville qui a une super réputation, honnêtement. Qu'est-ce qu'on fait à Évry quand on n'est pas dans une association? Parce que j'ai fait des choses dans Évry, mais alors vraiment pour la ville d'Évry, par exemple, avec donc la radio dans laquelle j'étais. Donc là, c'était par le biais de mon association, mais ça n'avait plus rien à voir avec le campus. Puisque c'était vraiment pour la mairie d'Évry, etc. Ensuite, moi, j'avoue que j'ai plus mes habitudes sur Paris, quand je sors ou autre. Enfin, cela dit, sur Évry, quand on sort, on va dans les colocations donc d'autres personnes. On fait des soirées chez ses copains. Voilà, on fait des soirées chez ses copains. Enfin, cela dit, comme un peu partout, parce que par ailleurs, il y a une scène nationale, par ailleurs, il y a une équipe de hockey. Enfin, voilà, c'est pas non plus un petit village. Hein, donc c'est une ville assez conséquente. Comme un certain nombre de villes, comme elle est proche de Paris et que Paris est très très riche, les gens vont plutôt à Paris. Okay. Par exemple, il y a 2 semaines, juste très rapidement, avec les membres du club jeu, on a fait un sushi et un laser game. C'était... Un sushi? Ah non, un restaurant de sushi. Ah, vous êtes allé au restaurant de sushi, d'accord. Excusez-moi, c'est une métonymie. Oui, en effet. Oui, non, voilà, on a été manger dans un restaurant, et puis voilà. Donc, Et un laser game. Et un laser game. Ça, c'est vraiment marrant. Nous aussi, on aime bien ça à Campus Chanel. Ouais, c'est sympa, c'est team building. On passe à la question décalée. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Alors, question décalée, numérique, c'est le nouveau mot pour technique. Alors je pense que technique, ça peut être d'autres choses quand même. Hein. On a parlé du génie civil. Mais non, numérique, c'est quand même, quand on veut le développer, quand on veut l'appliquer à des secteurs, quand on veut... c'est quand même un domaine qui est d'ailleurs pas que technique, qui est scientifique, avec des implications également sociales. Hein. Les usages du numérique, c'est quelque chose qui s'apprend. Le droit du numérique, c'est quelque chose qui s'apprend. Voilà, on n'a pas envie forcément que il y a une vie privée dans le numérique qui est à inventer aussi, etc. Donc, mais est-ce que ça fait partie de la formation intellectuelle? Donc c'est pas à la fois, c'est pas toute la technique, et en même temps, c'est beaucoup plus que de la technique. Mais justement, le droit du numérique, etc., est-ce que ce sont des choses qui sont incluses dans le cursus à Télécom Sud Paris, ou est-ce que vous les laissez se renseigner par eux-mêmes? En première année, il y a un module complet donc, de droit. Okay. Et en deuxième année, j'ai des amis qui, pour leur projet professionnel, moi par exemple, mon projet c'est un projet plutôt recherche, et eux, leur projet c'était plutôt voir quels sont en matière de biométrie, les choses qu'on retrouve dans le droit. Voilà. Est-ce que c'est bien compris par... On avait parlé de TEM tout à l'heure. Bon, ça, c'est aussi l'avantage d'avoir une école de commerce qui pense le commerce dans un monde technologique. Et donc, notamment, on a des professeurs de droit qui vraiment sont spécialisés dans le droit du numérique, etc. Et la question que je voulais te poser, est-ce que dans ton entourage, on assimile numérique à technique? Est-ce qu'on pense que tu fais une école technique? Parce que ça parle de réseau, on pense télécom, on pense câble, comme tu l'as dit tout à l'heure. Moi, mes parents pensent que je fais une école d'informatique, mais je leur ai expliqué que c'était pas que ça, et maintenant ils ont bien compris qu'en fait, il y avait énormément d'autres choses que des câbles, que des claviers d'ordinateur. Il y a quoi alors? Il y a les câbles, il y a les claviers d'ordinateur. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a qu'on voit pas forcément? Qu'on voit pas forcément, il y a toute la partie programmation des protocoles, ce genre de choses. Et il y a aussi ça fait très clavier d'ordinateur tout de même. Ça fait clavier d'ordinateur, mais maintenant il y a beaucoup de choses. Tout à l'heure on parlait des avions, enfin on parlait de super-héros, etc. Dans un avion, c'est pas aberrant de dire qu'il y a 50% de réseau et 50% de mécanique en fait. Dans un avion moderne, je veux dire,
dans les avions Tout de ligne, comme, ce tout genre comme de choses. la voiture connectée, avec tous les problèmes de sécurité que ça pose, etc. La Google Car, donc la voiture autonome. Mais c'est pas forcément péjoratif, le mot Oui, technique non, n'est pas bien sûr. forcément Mais péjoratif, ce que ça je veux peut dire, c'est que du coup, s'appliquer à plein il de faut bien domaines voir différents. qu'il faut avoir une connaissance aussi des domaines sous-jacents. C'est-à-dire que vous devez avoir des connaissances de l'automatique. Vous devez, si vous faites, et là encore, vous ne pouvez pas connaître tous les domaines. Donc si c'est la santé qui vous intéresse, si vous êtes plutôt dans les pathologies médicales, et bien maintenant il y a des instruments fabuleux qui vous donnent des informations et il faut essayer entre guillemets, de lire ces informations, de comprendre. On parlait d'Evry, bien évidemment. Il y a le Génopôle à Évry. Donc, le Génopôle à Évry, c'est donc des gens qui connaissent ce qu'est le gène humain et savoir lier les pathologies avec le gène. Ce sont des projets scientifiques fabuleux avec du big data, et avec tout un tas de choses qui font que voilà, il faut prendre un peu de recul sur le numérique et ce que ça signifie. Alors, dans quelle mesure les élèves ont-ils accès à l'incubateur de Télécom Sud Paris? Alors, je dirais qu'il y a deux moyens pour avoir accès à l'incubateur de Télécom Sud Paris. D'abord, il y a y faire un stage donc dans les startups qui sont déjà en train d'incuber. Et le deuxième moyen, c'est tout simplement d'incuber sa propre startup. Tout à l'heure, on parle... de créer sa propre Oui, voilà, pardon. Oui, D'abord de la créer, d'abord de la l'incuber. créer, et ensuite... voilà. incubateur. Et tout à l'heure, on parlait donc du challenge projet d'entreprendre. Donc, il y a un challenge qui se fait avec Télécom Sud Paris, Télécom École de Management et donc l'NCE, donc notre école d'ingénieurs d'Evry. Et les gens qui sont les gagnants de ce concours qui consiste à créer sa start-up en une semaine peuvent se voir une pré-incubation, enfin peuvent se voir offrir une pré-incubation et puis pourquoi pas après une incubation. Ok. Même les autres. Et même les autres, C'est oui, surtout ouais. que les gagnants, en général, ils sont C'est extrêmement ceux qui sont, motivés. oui, Et donc, motivés. en Et général, ils vous ont un avez projet combien derrière. de créations d'entreprises au sein de Télécom Sud Paris, faites par vos étudiants vraiment, pas celles qui sont incubées de l'extérieur? Alors, au total, effectivement, y compris les incubés de l'extérieur, c'est une quinzaine. Par des étudiants de Télécom Sud Paris, on est de 1 à 3 par an. Ok. Mais voilà, pour avoir 3 projets par an, il en faut de 6 à 8 qui, chaque année, ont envie ne serait-ce que d'approfondir l'idée effectivement qu'ils ont eue, etc. C'est aussi une expérience pédagogique. Et l'incubateur, il est vraiment au service des étudiants pour les accompagner dans ce projet-là, qu'ils créent ou non leur entreprise derrière. Allez-y. Le cursus ingénieur statisticien avec l'ICIP est-il difficile d'accès? Qu'apporte de plus le fait de faire ce cursus à TSP plutôt que d'aller directement à ISUP? Alors, est-il difficile d'accès? Donc là, moi, c'est pareil. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, si on a eu l'école, on a vraiment la possibilité de faire tout ce qu'elle propose. Après, il faut s'en donner les moyens. Donc, plus on a un projet, plus on s'y prépare et, entre guillemets, plus on se sent nous-mêmes aptes à le faire. Donc, je pense que c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient cette envie et, du coup, le préparent, etc. Il n'y a pas une grosse sélection de ce que je comprends, de ce que vous me dites. Non, depuis parce le que début, l'offre il y a est pas de large grosse et parce que, sélection sur les honnêtement, doubles la diplômes. diversité se fait assez naturellement chez nos étudiants et qu'on essaye de développer l'offre justement en fonction de cette diversité qu'on constate. Et puis d'ailleurs, si un étudiant, je dirais, n'arrive pas à trouver sa place et dit tiens, mais moi j'ai envie de faire ça, ben on va essayer de l'accompagner dans ce nouveau sujet. Et pour ce qui est de Qu'est-ce que ça apporte de plus? question, De mon point de vue, voilà, ça apporte le fait d'être ingénieur. Et être ingénieur, c'est quoi? C'est avoir un socle scientifique large, c'est être capable également d'avoir des connaissances également technico-économiques, juridiques, etc. Et puis également de travailler sur son comportement, ses relations personnelles, professionnelles, etc. Donc il y a toute une formation d'ingénieur indépendamment de la spécialité qu'on va choisir. Qu'est-ce qui différencie le cursus Sophia Antipolis du cursus Évry? Donc le cursus Sophia Antipolis, en fait, c'est un cursus dans lequel on vient une année à Évry et où on approfondit 2 années à Eurecom à Sophia Antipolis. Okay. Donc c'est le même cursus sur les 2 années d'après que celui qui est présenté par Télécom Paris Tech, par Télécom Bretagne, qui ont également
un cursus Sophia Antipolis. Et ce cursus-là se choisit à quel moment de sa scolarité? Au moment du concours, là. C'est-à-dire qu'au moment du concours, l'étudiant fait des vœux et il classe. Et là, il a classé pour Télécom Sud Paris 2 choses, soit le cursus Évry, soit le cursus Sophia Antipolis. Donc on ne peut pas basculer sur le cursus Eurecom après avoir intégré Télécom Sud Paris dans le cursus classique. C'est vraiment 2 choses. Voilà, là on a fait c'était possible les années précédentes et là on a basculé comme les autres écoles l'avaient fait avant nous, hein, les 2 que je viens de citer, parce que ça apparaît plus praticable. Hein, mais, Et en 2 mots, en quoi consiste le cursus Eurecom? Donc le cursus Eurecom, c'est un cursus, donc Eurecom, donc là c'est également du domaine du numérique, ils ont des fortes compétences dans certains domaines, hein, et c'est surtout un lieu dans lequel il y a un environnement en France mais qui est international, puisque Eurecom c'est un GIE que l'Institut Mines Télécom a avec des partenaires industriels et des partenaires académiques étrangers, donc la TSUM de Munich, Aalto, ou le Polito de Turin, etc., et qui envoie chacun des étudiants. Donc chacun envoie des étudiants, et tous ces étudiants-là, entre guillemets, ont des cours ensemble. Ils parlent anglais? Donc forcément, on parle anglais, c'est un cursus totalement en anglais. Ok, donc c'est une bonne différence aussi. Voilà, oui, tout à fait. Mine de rien. Oui, clair de rien. Alors, y a-t-il beaucoup d'étrangers? Quelles sont les nationalités présentes? Alors, il y a beaucoup d'étrangers, en pourcentage, je ne saurais pas dire. En pourcentage, vous sauriez dire? Oui, alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a développé des Master of Science en anglais pour justement avoir sur le campus une diversité de langues et de cultures qu'on ne pouvait pas avoir avec juste le programme ingénieur. Ah non, depuis 2003, donc c'est vraiment quelque chose. Donc en fait, les étrangers se répartissent sur les Master of Science, mais pas forcément dans donc ta sur les Nicolas. Master of Science et sur le programme ingénieur, puisqu'il y a des étrangers aussi. Mais il y en a quelle proportion sur le programme ingénieur? Et sur le programme ingénieur, on doit être à 20-25%, ça dépend des années. Ok. Et moi, sur mes projets, j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui venaient de Chine, qui parlent d'ailleurs mieux français que je ne parlerai jamais chinois, je pense. Des gens d'Afrique du Nord, des gens aussi d'Amérique latine. Ok. Donc très, très couramment, même au sein des associations. Et on se mélange bien, entre les Français ou les francophones et les étrangers. Est-ce qu'il y a un véritable mix ou est-ce qu'on a tendance à rester chacun un peu dans son coin? Ça dépend. Je sais que les personnes avec qui je parlais, donc par exemple au club jeu, c'était des personnes d'Amérique latine et il n'y avait aucun problème de mélange. On parlait en anglais, en français, des fois en espagnol. Et non, ça se passait très bien. Il n'y avait pas de différence. Un peu comme quand je dis qu'il n'y a pas de différence au sein des associations entre quelqu'un de Télécom École de Management ou de Télécom Sud Paris. Quelle différence avez-vous avec NCMag? Alors, selon moi, l'une des différences principales, c'est que les NCMag sont beaucoup plus portés sur la programmation que nous, on l'est. Donc je pense que le spectre de ce qu'ils peuvent voir comme cours en formation est un peu plus restreint. Comme autre critère, ils ont un pourcentage plus bas de filles aussi, à l'NCMag. Je savais pas. Si, moi, on m'avait dit 16%, j'ai des sources internes à l'NCMag. Oui, vous êtes à 20 et quelques, voilà. C'est pas non plus... Ah non, c'est sûr, c'est pas... Au niveau du programme en lui-même, est-ce que vous insistez plus sur certaines choses qui ne sont pas développées à l'NCMag? Comme ça a été dit, je pense qu'on a une base plus large, effectivement, et est-ce que parmi cette base-là, vous avez des spécialisations qui ressortent plus que d'autres, vraiment des domaines dans lesquels vous êtes particulièrement bon? Oui. Vous ne pouvez pas nous dire tous, ça ne marchera pas. Bien sûr, bien sûr. La sécurité, la cybersécurité, on est la seule école qui permet d'obtenir, en faisant la voie d'approfondissement qu'on propose, donc celle qui a été retenue, d'avoir un certificat de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Voilà, et donc on a un titre qui peut être donné à nos étudiants lorsqu'ils ont fait ce... Donc, quelque part, c'est le meilleur niveau de reconnaissance qu'on puisse avoir, hein, puis c'est quand même les autorités de l'État
qui surveillent, enfin, qui ont la charge de cet aspect. Oui. Après, surveiller n'est peut-être pas le terme le mieux choisi. De quoi? Surveiller n'est peut-être pas le terme le mieux choisi. J'espère qu'ils surveillent aussi un d'État. petit peu, mais donc après, on a une voie d'approfondissement qui est également assez appréciée des étudiants, c'est mathématiques et statistiques appliquées, dans lequel, là, le principe, c'est justement de prendre le parti de leur dire que les outils mathématiques de modélisation sont utilisés dans plein de domaines, et en général, il y a 4 domaines qui sont choisis pour l'illustrer. Donc de mémoire, il doit y avoir... je sais pas si Il y a le data mining, il y a l'économie, il y a aussi des choix qui peuvent être faits. Là, il y a les sciences du vivant, ouais. Il y a... Voilà, enfin, donc on montre qu'il y a différents domaines. Ensuite, il y a donc le développement des systèmes d'information. Et donc je continue sur d'autres... Et vous pouvez passer à la question suivante parce qu'on n'a plus beaucoup de temps malheureusement. Alors quel sport est-il possible de faire? Foot, karaté, natation? Alors oui, alors karaté, il me semble... Enfin, pas en tout cas sur le campus. Il y a des sports de combat, mais karaté, ça ne me dit rien. Okay. Cela dit, ça peut toujours être créé. Mais voilà, en fait... oui, bon, je suis toute seule à vouloir faire du karaté, je vais avoir du mal à créer un club oui, karaté. Vous êtes en région parisienne, donc a priori, vous devez... Oui, voilà, mais ça ne sera pas sur le campus par Télécom alors, Sud Paris. après, par exemple, il y a une équipe de rugby. Il y a une équipe de rugby féminine qui s'est créée cette année. Ouais. Donc, elles n'étaient pas toutes seules, du coup, mais elles se sont mises à plusieurs, et puis elles ont fait une équipe de rugby. Et quel autre sport sympa on peut pratiquer? Alors, sympa, il y a donc 3 cours de tennis sur le campus. Il y a un gymnase de 1000 m², donc gymnase classique où on peut faire du handball, du volley. Il y a... Du foot en salle. Alors, il y a du foot en salle, il y a aussi du foot sur terrain, donc ça c'est à l'extérieur. Il y a des clubs de running, donc des clubs... Natation, est-ce qu'il y a une piscine sur le campus? Alors il n'y a pas de piscine sur le campus, mais il y a une piscine à Évry, et donc voilà la piscine à Évry. Il y a aussi de l'escalade. Okay. Est-ce que le sport est obligatoire dans le cursus? Non. Pas de sport obligatoire. Pas de sport Pour le coup, obligatoire. c'est rare. Tout le monde nous fourgue du sport obligatoire, le Mensana Incorpore Sano, vous non? Bah écoutez, nous, on a déjà des programmes bien denses et il n'y a pas de raison. Enfin, voilà, je pense que autant on peut favoriser les étudiants, autant je pense que commencer à compter des points pour tout un tas de choses qu'ils feraient par ailleurs, voilà. Mais il y a du temps pour faire du sport. Okay. C'est ça qui est important. Et honnêtement, par exemple, il y a un certain nombre de choses. Alors, Mensana Incorpore Sano, bien évidemment, et ça c'est un conseil. Par contre, il y a plein de choses sur lesquelles on travaille l'esprit d'équipe et le travail en équipe. Voilà. Dans la scolarité. Alors, quel est le point faible de TSP et son point fort? Donc, pour moi, vous allez prendre le point fort et voilà. vous allez laisser le point faible à Nicolas. Ah, d'accord. Non, je vais prendre le point faible. Le point faible de TSP, c'est que notre école a changé de nom, et donc avant ça s'appelait l'INT, etc. Et donc, honnêtement, c'est quelque chose... Voilà, qui est un point faible de l'école, c'est-à-dire qu'il faut qu'on refasse beaucoup de notoriété. Sur votre nouveau nom. Sur notre nouveau nom, voilà. Ok. Au niveau du programme, au niveau du cursus même, peut-être Nicolas, tu serais mieux placé pour répondre pour le coup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué ou qui t'a déçu ou que tu aurais aimé voir faire autrement? Ce qui a pu peut-être me manquer pendant la première ou la deuxième année, je vais le voir pendant ma troisième année, pendant ma voie d'approfondissement, donc dans mon cas, non. Ok. Mais quelque chose qui pourrait être amélioré, il y a toujours quelque chose qui peut être amélioré, c'est même plutôt sain dans une école. Ah bah ça, heureusement, mais alors, c'est pas forcément un point faible. Quoi. Moi, ce que un point d'amélioration, voilà, si vous voulez, on peut mettre les formes. Un point d'amélioration. Là, je parlais de point faible. Un point d'amélioration, par exemple, des fois, des modules qui pourraient être intervertis pour voir l'un avant l'autre, mais moi, je ne vois pas d'autres points d'amélioration comme ça. Oh, la perfection n'est pas de ce monde. C'est bien, franchement, c'est bien de donner des points faibles aussi, parce que ça participe de l'honnêteté globale de ce que vous avez dit. Si vous trouvez que des cela points forts... j'ai un deuxième point faible, c'est vrai que du point de vue de la notoriété, de l'attractivité, etc., un certain nombre de gens, entre guillemets, trouvent qu'Évry est moins attractif que d'autres villes. Ce qui, honnêtement, est à relativiser. C'est-à-dire, c'est vrai que ce n'est pas les Champs-Élysées. Oui, c'est pas les Champs-Élysées. Voilà, mais bon, d'un autre côté, il y a plein d'autres endroits ou d'autres écoles qui sont finalement un peu en marge de la grande ville dont... Ou c'est pas les Champs-Élysées non plus. Voilà, et où en plus, c'est pas les Champs-Élysées. Et pour le point fort? Pour le point fort, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cet aspect vraiment où on a notre propre foyer à Télécom Sud Paris, et en plus des cours qu'on fait, on peut ensuite
des fois mettre en application ce qu'on voit dans les cours, dans les associations. J'ai dit tout à l'heure que j'ai été directeur technique d'une radio. Bah, j'ai pu utiliser à la radio ce que j'ai appris en cours, et inversement, en cours, j'ai pu utiliser des choses que j'ai appris par exemple à la radio. Donc, Ok. Je pense qu'effectivement, un des points forts, c'est le campus qui est quand même Oui. agréable, avec justement C'est cette diversité d'étudiants, à la fois donc, venant de TEM, à la fois venant de l'étranger, etc. Ok. Nicolas, je te laisse prendre la dernière question. Alors, est-ce que j'ai un dernier conseil pour bien réussir le concours? Alors, oui, une des choses que j'avais peut-être négligée, c'était en fait l'entretien. Je pense que c'est quelque chose où en prépa, donc MP, PC, PSI, on n'est pas habitué en fait à faire des entretiens. Et s'il y avait quelque chose à refaire dans mon oral à Télécom Sud Paris, ce serait de mieux préparer cet entretien-là. Et comment tu le préparais mieux? Alors, comment je le préparais mieux? Déjà en étant plus sûr de soi, en essayant de mieux amener les conversations vers des choses intéressantes. Regarder ce qu'il y a sur les plaquettes de l'école ou le site internet de l'école pour un peu savoir ce qu'on peut y faire, ce qu'on peut y faire. Et essayer d'avoir des réponses sur... Si on a une idée de ce qu'on veut faire, c'est intéressant de dire ce qu'on veut faire, même si c'est pas ce qu'on fait au final, mais je pense que c'est intéressant de ça, d'être Ok. sûr. Alors, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je vais vous laisser quelques mots de conclusion, très brièvement, si vous souhaitez ajouter quelque chose. Alors, d'abord, bon courage, bonne chance à tous ceux qui vont passer les oraux. Comme ça a été dit, il faut les préparer. D'un autre côté, on est très conscient que les jeunes ne savent pas encore exactement, et loin s'en faut, ce qu'ils veulent faire. Donc on est vraiment à leur écoute et on essaye de savoir simplement s'ils sont capables de dialoguer sur ce type de sujet maintenant. Voilà, et autrement, mon grand message, c'est le numérique, c'est quelque chose qui va nous bouleverser, qu'il faut accompagner socialement, et les ingénieurs ont une vraie responsabilité et un vrai rôle à jouer là-dedans. Très bien. Nicolas? Et moi, je vous garantis qu'on s'éclate à Évry, à Télécom Sud Paris. Voilà. Le numérique, c'est chic. Ça tout à Le l'heure. numérique, c'est chic, ouais. On peut en faire partout. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir posé toutes ces questions. Vous avez fait passer l'oral à Télécom Sud Paris. On se retrouve bientôt pour un nouvel oral sur Campus Channel.